Ma fiancée m'a dit qu'elle partait pour un voyage d'affaires épuisant. J'ai découvert qu'elle était en vacances de luxe secrètes à Bali avec un autre homme, le tout financé par nos économies pour le mariage. J'ai donc démantelé systématiquement toute sa vie sans lui adresser un seul mot, et les conséquences ont été plus dévastatrices qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Je m'appelle Alex, j'ai 32 ans. Pendant 7 ans, ma vie a été l'incarnation même de la réussite. J'avais une excellente carrière d'analyste financier, un magnifique appartement en centre-ville, et une fiancée, Sarah, qui était le centre vibrant de mon monde. Sarah était manager en réseaux sociaux, une influenceuse en herbe dont la vie ressemblait à un feed Instagram parfaitement organisé. Elle était ambitieuse, belle, et avait un charme qui pouvait désarmer n'importe qui. Nous étions le couple modèle, celui que nos amis considéraient comme l'idéal. J'étais le planificateur stable et méticuleux, elle était la mondaine spontanée et éblouissante. Je pensais que nous bâtissions un empire ensemble. J'étais un idiot. Notre mariage était prévu pour l'automne, une grande cérémonie dans un domaine historique qui coûtait une petite fortune. Nous avions économisé pendant 2 ans, mettant notre argent en commun sur un compte joint destiné au lieu, au traiteur, et à l'orchestre de 10 musiciens sur lequel Sarah insistait. Je gérais les finances, suivant chaque dépôt et chaque paiement avec la même précision que j'utilisais au travail. C'était notre avenir, quantifié dans une feuille de calcul. Le début de la fin a commencé un lundi matin. Sarah m'a embrassé pour me dire au revoir, sa valise prête pour une conférence marketing d'1 semaine à Chicago. Ça va être tellement épuisant, chérie, avait-elle dit en soupirant dramatiquement. Séminaire sur séminaire, événement de networking, tu vas me manquer terriblement. J'ai ressenti une pointe de sympathie. Je lui ai préparé un petit paquet avec ses encas préférés, et un mot lui disant d'assurer. Je l'ai cru. Chaque mot. Pendant les premiers jours, tout était normal. Nous échangions des messages de bonne nuit. Elle m'a envoyé une photo floue d'une présentation PowerPoint, avec la légende « Tellement, de gars, diapos, ivre ». J'ai répondu avec un emoji cœur. J'étais fier d'elle. La vérité n'est pas arrivée avec fracas, mais avec un carillon numérique silencieux. C'était un mercredi soir. Je travaillais tard de la maison, l'appartement semblait vide sans elle. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était une notification de notre album photo partagé, celui que nous utilisions pour les voyages et les occasions spéciales. La notification disait ajouter 3 photos à voyage d'affaires Chicago. Était le meilleur ami de Sarah. Un type charismatique, le bout en train de toutes les soirées, que j'ai toujours trouvé un peu louche, mais je lui faisais confiance, parce que Sarah lui faisait confiance. J'ai souri, pensant qu'il l'avait sûrement rejointe à Chicago pour lui apporter un soutien moral. J'ai cliqué sur la notification, impatient de les voir s'amuser un peu après ces longues journées de séminaire. La première photo s'est affichée. Ce n'était pas Chicago. C'était une plage de sable blanc immaculé, avec une eau si turquoise qu'elle paraissait fausse. Sarah était là, riant, la tête en arrière. Elle portait un bikini, pas un tailleur. Et elle n'était pas seule. Son bras était drapé autour d'un homme que je n'avais jamais vu, grand, bronzé, et beau de cette manière générique et sans âme. Il tenait des cocktails avec de petits parasols. La deuxième photo les montrait à un dîner aux chandelles, à une table surplombant l'océan. Sa main était sur son genou. La troisième photo fut celle qui arrêta mon cœur. C'était un selfie, pris par Ben. Il souriait, faisant un pouce en l'air. En arrière-plan, Sarah et l'inconnu s'embrassaient. La légende que Ben avait écrite sous la photo était « On vit la grande vie à Bali », clin d'œil. Bali. Pas Chicago. Mon sang se glaça. Une étrange tranquillité m'envahit. Celle qui précède une tempête dévastatrice. L'analyste en moi prit le dessus. J'ai fermé l'album photo. J'ai ouvert notre application bancaire commune. J'ai accédé au compte d'épargne, celui intitulé Fonds Mariage. 2 semaines auparavant, il y avait plus de 40 000 $. Maintenant, il y en avait 8 000 $. J'ai parcouru l'historique des transactions. Un retrait massif de 32 000 $, effectué 5 jours plus tôt. J'ai fait une recherche rapide. Le prix moyen d'un séjour de luxe Artenic 5 étoiles d'1 semaine à Bali pour 2 personnes, réservé à la dernière minute. Les chiffres correspondaient parfaitement. Elle n'avait pas seulement triché, elle avait volé notre avenir pour le faire, et son meilleur ami Ben était son complice. Je suis resté assis dans le silence de notre appartement, la lueur de l'écran éclairant les faits. Mon premier instinct fut de l'appeler, de crier, d'exiger une explication. Mais l'analyste dans mon cerveau a immédiatement bloqué cette idée. Une explosion émotionnelle était une variable incontrôlée. Cela lui donnerait du pouvoir, une chance de mentir, de manipuler, de me faire douter de ma raison. Non. Ce n'était pas un problème à résoudre avec des émotions. C'était un actif à liquider. Sa vie, notre vie, était une entreprise frauduleuse, et j'étais sur le point de lancer une prise de contrôle hostile.
La première chose que j'ai faite a été d'éteindre mon téléphone. Puis je me suis mis en mouvement. Je n'ai pas fait mes valises dans la panique. J'ai fait mes valises avec une précision froide et calculée. J'ai traversé notre appartement, notre maison, et j'ai mentalement catalogué chaque objet. Je n'ai pris que ce qui était sans équivoque à moi. Mes vêtements, mes livres, l'ordinateur que je possédais avant de la rencontrer, la montre que mon père m'avait donnée. J'ai tout laissé ce que nous avions acheté ensemble. Le canapé, la télévision, les œuvres d'art sur les murs. C'était tout des actifs contaminés, faisant partie d'une vie qui était maintenant un mensonge. En faisant mes valises, j'ai réalisé la profondeur de la tromperie. La conférence épuisante. La fausse photo de la diapositive PowerPoint. Les messages de soutien. C'était un mensonge méticuleusement construit. Et pour un planificateur comme moi, cette préméditation était une blessure plus profonde que l'acte lui-même. J'ai passé l'heure suivante sur mon ordinateur portable. J'ai trouvé un chalet isolé à louer à 3 heures de route dans les montagnes. Un endroit sans réseau cellulaire, mais avec un bon Wi-Fi. Je l'ai réservé pour 2 semaines et j'ai payé avec ma carte de crédit personnelle. Ensuite, j'ai ouvert le tableur du mariage. J'ai parcouru la liste des fournisseurs, un par un. Le lieu de réception était le premier. J'ai appelé la coordinatrice. « Bonjour, c'est Alex. J'appelle pour annuler notre mariage. » Il y eut une pause surprise. « Oh Alex, j'en suis vraiment désolé. Est-ce que tout va bien ? » « Changement de programme, ai-je dit, la voix ferme et sans émotion. C'est la vie. Elle a continué sur la politique d'annulation, comment nous perdrions l'intégralité de la compte de 20 000 $. Je connais les conditions, ai-je dit. Veuillez procéder à l'annulation. Merci. J'ai raccroché. Un par un, j'ai démantelé l'avenir que nous étions censés construire. Le traiteur, le groupe, le photographe, le fleuriste. À chaque appel, je ressentais un étrange sentiment de libération, de pouvoir. Je n'étais plus une victime. J'étais le liquidateur. Avant de quitter l'appartement pour la dernière fois, j'ai fait une dernière chose. Je suis retourné sur notre application bancaire et j'ai transféré les 8 000 $ restants de notre compte d'épargne commun vers mon compte personnel. C'était moins que ma moitié, mais c'était suffisant. J'ai laissé le compte avec un solde de 0. Puis je suis sorti, j'ai fermé la porte et je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet jusqu'au chalet était surréaliste. C'était la première fois depuis des années que je me sentais vraiment seul, et c'était terrifiant de tranquillité. Quand je suis arrivé, j'ai rallumé mon téléphone. C'était un champ de bataille. 37 appels manqués. Plus de 100 messages. Ils ont commencé de manière décontractée, puis sont devenus de plus en plus paniqués. « Salut chérie, ton téléphone a dû s'éteindre ? Appelle-moi quand tu auras ce message. »« Ethan, où es-tu ? Je m'inquiète. Pourquoi tes affaires ont-elles disparu ? Ce n'est pas drôle. Qu'est-ce qui se passe ? Ethan, s'il te plaît, je ne comprends pas ce qui se passe, tu me fais peur. S'il te plaît, appelle-moi. » Je les ai tous lus avec une curiosité détachée, comme un scientifique observant un spécimen. Il n'y avait aucune excuse, aucune confession. Juste une confusion paniquée. Elle pensait toujours avoir le contrôle. Je l'ai ignorée, et j'ai appelé mes parents. Je suis resté vague. Sarah et moi, c'est fini, ai-je dit. Le mariage est annulé. Elle n'était pas la personne que je croyais. Ma mère avait le cœur brisé pour moi. Mon père était silencieusement furieux en mon nom. Il savait qu'il ne fallait pas insister pour les détails, et j'en étais reconnaissant. « Nous sommes là pour toi, fiston, » a dit mon père. « Quoi que tu aies besoin. » Mon premier coup n'était pas contre Sarah, c'était contre son complice. J'ai envoyé un message à Ben, depuis une application de numéro jetable. Il faut qu'on parle de Sarah. Le café sur Main Street. Demain à 14 h. Ne sois pas en retard. Il est arrivé l'air nerveux. Il pensait probablement que j'étais anéanti. Un fiancé au cœur brisé, cherchant des réponses auprès du meilleur ami de sa fiancée. Il ne pouvait pas se tromper davantage. « Alex, mec, je suis vraiment désolé, » commença-t-il, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais Sarah est au plus mal. »« Arrête ton cinéma, Ben, » dis-je, la voix plate. Je fis glisser mon téléphone sur la table, la photo de lui, de Sarah et de l'inconnu à Bali affichée à l'écran. Son visage devint blême. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Tu étais là, » déclarai-je. « Tu l'as aidée, tu as pris les photos, tu l'as couverte. » Il se mit à bégayer. « Écoute, mec, ce n'était pas comme ça. Elle s'amusait juste un peu, une dernière folie. »« Une dernière folie financée par nos économies pour le mariage ?» rétorquai-je, la voix glaciale. « Tu savais qu'elle me mentait, qu'elle me volait, et tu as participé. Tu n'es pas son ami, Ben. Tu es un lâche. » Je me suis levé. « Je voulais juste que tu saches que je sais. Et bientôt, tout le monde le saura aussi. » Je suis sorti, le laissant là, l'air d'avoir vu un fantôme. Mon prochain arrêt fut la résidence des Davis. Les parents parfaits de leur fille parfaite. Pendant des années, ils m'avaient traité avec une condescendance polie mais palpable.
Je ne venais pas de leur monde de vieilles fortunes et de clubs privés. Ce n'est qu'après avoir mis une bague à leurs doigts que j'ai été jugé digne. Ils avaient financé sa vie, parfaite, et leur fierté était liée à son succès. J'étais sur le point de mettre le feu à tout ça. Madame Davis ouvrit la porte, le visage empreint d'inquiétude. « Ethan, Dieu merci, savez-vous ce qui se passe ?» Sarah est hors d'elle. « Oui, je sais, dis-je calmement, et je pense que vous devriez le savoir aussi. Vous allez vouloir vous asseoir pour ça. » Je me suis assis sur leur canapé blanc immaculé, et, tout comme avec Ben, j'ai présenté les preuves. Je leur ai montré les photos de Bali. Je leur ai montré le relevé bancaire avec le retrait de 32 000 $. J'ai regardé le visage de Madame Davis se décomposer. Son inquiétude polie remplacée par une horreur brute. Monsieur Davis resta silencieux, son visage devenant d'un rouge sombre et dangereux. Elle nous avait dit que c'était une conférence marketing, murmura Madame Davis. Elle a menti, dis-je. Le mariage est annulé, j'ai tout annulé, j'ai déménagé, votre fille et ses choix sont maintenant votre problème. Je me suis levé, ma tâche était accomplie. Pensez à l'embarras, plaida Madame Davis en me saisissant le bras. L'humiliation ? Ce n'est plus mon problème, dis-je en me dégageant doucement, vous devrez vous en occuper vous-même. Les retombées furent nucléaires, et plus rapides que je n'aurais pu l'imaginer. J'avais envoyé un email, soigneusement rédigé avec les preuves, à quelques amis de confiance, y compris ma meilleure amie Émilie. Je ne leur ai pas demandé de le diffuser, mais je savais que la vérité trouverait son chemin. Et ce fut le cas. Émilie m'a dit plus tard que l'histoire s'était répandue dans leur cercle social comme une traînée de poudre. Sarah est rentrée dans un appartement vide et a trouvé son téléphone inondé de messages furieux de ses parents et de messages confus de ses amis. Elle n'était plus la reine. Elle était une paria. Le complice, fut également ostracisé, sa réputation sociale s'évaporant du jour au lendemain. Mais le pire était encore à venir pour Sarah. Ses parents, mortifiés par l'humiliation publique et la trahison financière, l'ont confrontée. Quand elle a essayé de me reprocher d'avoir surréagi, ils l'ont mise à la porte. Ils ont emballé ses vêtements de marque et les ont laissés sur le porche. Le filet de sécurité financier avait disparu. 2 jours plus tard, M. Davies a appelé le PDG de l'agence de relations publiques, où il avait trouvé un emploi à Sarah. Invoquant une restructuration, son poste a été supprimé. Elle était sans abri, sans emploi et sans amis. Sa vie parfaite et soigneusement entretenue avait été systématiquement démantelée. Les SMS suppliants ont recommencé, cette fois remplis d'un désespoir presque pathétique. « Ethan, je n'ai plus rien, mes parents m'ont mis à la porte. J'ai perdu mon travail. S'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime. On peut arranger ça. » J'ai lu le message dans le calme de mon chalet, les montagnes silencieuses autour de moi. Je n'ai rien ressenti, ni colère, ni tristesse. Juste une paix profonde et vide. J'ai supprimé le message sans répondre. La dernière nouvelle que j'ai eue, par l'intermédiaire d'Émilie, c'est que Sarah louait une chambre bon marché dans une colocation de l'autre côté de la ville, travaillant comme serveuse pour joindre les deux bouts. Son prétendu meilleur ami s'était complètement lavé les mains d'elle, disant à tout le monde « elle n'est plus ma responsabilité ». Les quelques amis qui n'avaient pas encore coupé les ponts après mon email l'ont fait maintenant. Sarah avait brûlé tous les ponts qu'elle avait. Je mentirais si je disais que je ne ressentais pas une froide satisfaction. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que cela prouvait une vérité fondamentale. Les actions ont des conséquences. Elle avait passé sa vie à surfer sur une vague de charme, d'argent et de soutien des autres, sans jamais affronter la réalité de ses choix. Quant à moi, j'allais de l'avant, j'avais repris le contrôle, j'avais exposé le mensonge. La vie que je pensais construire avait disparu, mais à sa place se trouvait la vérité. Et dans cette vérité, pour la première fois depuis longtemps, j'étais libre. Sarah était seule maintenant, et honnêtement, c'était exactement là où elle devait être.